Instruction, mais tout d'abord, bienvenue à vous. Merci de nous avoir rejoints et sachez que cet événement est diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes à la fois sur Facebook Live et normalement sur YouTube. Et puis, alors, sur le format même de la soirée, on est sur une soirée dans laquelle on commence par 4 exposés de 15 minutes, suivi d'une pause de 10 minutes. Et puis, ce qui nous est cher, c'est d'avoir des moments en sous-groupe où vous pourrez discuter de ce que les intervenants ont amené sur la table comme matière. Et donc, on vous proposera des angles de réflexion et de rejoindre le groupe avec l'angle de réflexion qui vous intéresse le plus. Et puis, nous aurons un temps de restitution et d'échange en dernière partie de soirée. Donc Magali, je vais te laisser nous introduire le thème de la soirée, les intervenants qui sont venus généreusement donner de leur temps pour cette soirée. Et bonsoir à toutes et tous. Magali, c'est à toi. Très bien, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, nous voilà donc réunis autour de nos ordinateurs pour la 4e soirée thématique de Se Fédérer. Évidemment, le dispositif qu'on utilise ne cesse de nous questionner, mais en même temps, par les temps qui courent, je dois avouer que c'est assez jubilatoire en fait de pouvoir se retrouver malgré tout et même de se dire que grâce à ce dispositif, eh bien peut-être que nous fédérons ici des personnes venues d'un peu partout. Ce soir donc, nous allons parler d'éducation et d'émancipation avec un titre qui a pu paraître assez provocateur pour certains et certaines d'entre vous, qui est « Les alternatives sont dans les classes ». J'y reviendrai. Mais avant, quelques mots sur le collectif Se Fédérer. Donc, Se Fédérer, c'est un collectif qui s'est constitué autour d'un appel qui a été rédigé au printemps dernier, alors qu'on était encore en plein dans le premier confinement et que des tas d'initiatives fleurissaient un peu partout, mais qu'elles apparaissaient en fait assez cloisonnées. Et du coup, Se Fédérer, son appel portait l'idée que toutes nos alternatives au capitalisme avaient besoin en fait de se parler, de se fédérer pour construire ensemble et ce de façon concrète. Donc aujourd'hui, l'appel Se Fédérer regroupe plus de 1700 signataires, que ce soit des collectifs ou des individus, en fait, qui sont donc nombreux. Et l'une des idées fortes de Se Fédérer consiste à mettre au jour donc, les alternatives qui sont déjà là, toutes ces poches de résistance en acte au capitalisme qui creusent le sillon d'un monde écologique, juste et égalitaire, émancipateur pour toutes et tous. Cette idée, nous la mettons pour le moment en œuvre grâce à ces soirées thématiques que nous organisons régulièrement et que l'on retrouve ensuite en podcast sur le site Se Fédérer, le site du collectif, et qui, par leur dispositif alternant, donc, comme le disait Olivier tout à l'heure, des plénières et des ateliers, en sous-groupe, permettent, nous l'espérons, de provoquer la rencontre. Alors évidemment, rencontre entre des individus, mais aussi rencontre entre des luttes, des alternatives qui portent les mêmes volontés de sortir du capitalisme, mais qui ne dialoguent pas toujours et qui même parfois se méconnaissent. Et d'ailleurs, la question de l'école en est un exemple assez frappant en réalité. Alors, bien entendu, cette idée de monter une soirée à Se Fédérer sur l'éducation et l'émancipation dans les classes est venue frapper à nos portes de façon beaucoup plus pressante au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty et surtout à la suite du déchaînement autoritaire, raciste et stigmatisant qui en a suivi, notamment au sein du ministère de l'Éducation nationale. Mais à vrai dire, l'actualité n'a fait que donner la priorité à cette soirée que nous cogitions en fait depuis assez longtemps dans le collectif. De l'école, on en entend parler tous les jours. Concurrence, autoritarisme, privatisation, tri social, numérisation, évaluation, performance en sont devenus partout les maîtres mots. Et partout toujours enrobés des guirlandes de ce que l'on appelle la bienveillance. Mais l'école, c'est avant tout un bien commun, avec aussi une histoire qui touche aux luttes pour une république sociale. L'école, c'est l'un des lieux où peut advenir l'émancipation des classes populaires. Pas seulement l'émancipation par la réussite, mais aussi et peut-être surtout, c'est de ça dont on va parler ce soir, l'émancipation par l'acquisition de savoirs critiques et de savoir-faire tournés vers l'autonomie.
Cette éducation-là, elle a une histoire qui va du révolutionnaire Jacques Otto à Élise et Célestin Freinet ou Fernand Houry, en passant par Louise Michel, Cordiac, Paolo Freire et tant d'autres. Aujourd'hui, l'école telle que nous la connaissons est vraiment mise à mal et elle est peuplée de contradictions, de souffrances scolaires pour les élèves, pour les enseignants et aussi pour les parents. L'école, c'est celle de l'État. Elle trie, elle met de côté, elle exclut, elle encaserne même parfois. Mais à l'intérieur, parce que avant tout, avant d'être la propriété de l'État, l'école se doit de conserver ses missions d'émancipation populaire et de lutte contre les discriminations, des pédagogues, même s'ils sont minoritaires, œuvrent au quotidien, se battent même souvent pour leur œuvre pédagogique. Moi, mon métier, c'est d'être professeur des écoles. C'est d'être professeur des écoles en REP parce que c'est là que ça se passe. Moi, mon métier, c'est de considérer chaque enfant comme une personne. C'est lui donner la possibilité de devenir lui-même. C'est lui donner la possibilité d'être autrice de sa vie et de celle du groupe. Moi, mon métier, c'est de montrer aux enfants les chemins d'une société tournée vers la justice sociale. Moi, mon métier, c'est de donner aux enfants les armes intellectuelles pour que cela advienne. Pour cela, on écrit bien, on lit et on compte avec l'exigence due au besoin de devenir grand, on débat et on construit ensemble. Mais les pédagogues critiques, les pédagogues Freinet, les pédagogues des classes coopératives sont des résistants dans l'institution minoritaire. Cette institution qui écrase, qui livre ses injonctions, qui ôte les moyens nécessaires pour que cela advienne, qui n'hésite même plus à juger et à punir pour assurer la mise au pas des enseignants comme des élèves. La maison éducation nationale, qui est fondée sur la hiérarchie, est d'ailleurs conçue exactement pour ça. Ces pédagogues qui refusent les évaluations nationales, qui parfois ne remplissent pas le livret numérique au nom du droit à l'enfance, qui s'insurgent aussi contre les procédures de signalement nouvellement mises en place. C'est d'eux dont nous allons parler et c'est à eux que nous allons donner la parole. Dans leur classe, on trouve la vie, le conseil de coopération, la libre expression des enfants, les messages clairs, etc. Toutes ces institutions scolaires qui sont fondées avec les enfants au centre et qui portent les ferments d'une société autogérée, libre des rapports de domination. C'est de cela dont nous voulons parler ce soir. Il est vrai que, au sein des alternatives au capitalisme, d'autres formes d'éducation existent. Je pense notamment à l'instruction à la maison, à l'instruction en maison, à la maison, aux écoles démocratiques et à toutes ces choses qui sont aussi des formes de résistance contre l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Mais on peut aussi se demander à qui s'adressent ces alternatives et est-ce qu'elles portent réellement les ferments d'une émancipation de l'enfance comme elles souhaitent le dire. L'enfant n'a-t-il pas besoin aussi de pouvoir aller voir le monde et de sortir des rapports sociaux dans lesquels il se trouve pris, quoi qu'il en soit? Ici, d'ailleurs, je voudrais aussi rendre hommage à mes petits élèves de 10 ans de CM2, ces apprentis historiens et historiennes, ces apprentis auteurs et autrices, ces apprentis défenseurs et défenseuses des luttes contre les discriminations. Je voudrais rendre par exemple hommage à Alice qui a su nous dire lors d'un débat philosophique qu'elle avait été victime de racisme et qu'elle avait ressenti de la colère. Je voudrais rendre hommage à sa camarade Aya qui a su répondre que le racisme ne s'arrêterait pas tant que les adultes continueraient à en user devant leurs enfants. Je voudrais rendre hommage à Fayad qui sait que le racisme vient des Blancs qui, allant voir le monde, ont estimé que les peuples noirs et indigènes étaient inférieurs et les ont réduits en esclavage. Je voudrais rendre hommage à Lou Jane, qui se dit que les communards pouvaient peut-être emprunter les maisons des riches qui fuyaient se réfugier à Versailles pour donner un toit aux enfants vagabonds. Je voudrais rendre hommage à Ahmed, qui cherche l'histoire d'un manœuvre algérien ayant habité son quartier en 1926, parce qu'il s'appelle comme lui Ahmed, et que même si lui est sénégalais, on peut être beaucoup de choses à se dire. Je voudrais rendre hommage à Asma et Jamil, qui manient maintenant comme personne l'imparfait et le passé simple, parce que c'est utile pour écrire des histoires plus fortes et captivantes. Je voudrais rendre aussi hommage à Halima qui, choisissant sa poésie de la semaine, a opté pour une poésie d'un poète dont elle trouvait qu'elle était belle mais un peu trop courte et qui a su lui ajouter quelques vers personnels.
Aujourd'hui, c'est à ces pédagogues qui permettent toutes ces libertés, toutes ces émancipations d'enfants, qui pratiquent l'autogestion enfantine et l'accès au savoir critique dans leur classe, que nous donnons la parole pour commencer. Ces pédagogues qui luttent pour leur liberté pédagogique et qui, par là, imaginent peut-être parfois une école comme bien commun du peuple, autogérée par celles et ceux qui la font, par celles et ceux qui la fréquentent. Alors, durant cette soirée, on va commencer donc par les exposés introductifs et nous passerons d'abord la parole à Christian Folliot, qui est économiste et qui est spécialiste des questions éducatives et qui va nous dresser un peu un état des lieux des politiques éducatives en cours pour montrer leur lien justement avec le néolibéralisme et le capitalisme. Ensuite, nous passerons la parole à Arthur Serret, qui représentera le collectif Question de classe, qui est signataire de l'appel Se fédérer. Question de classe, c'est un collectif qui œuvre autour d'un site internet pour faire le lien entre les luttes sociales et les luttes au sein de l'éducation, et notamment pour justement poser toutes ces questions de la pédagogie critique. C'est aussi un collectif qui publie une revue, la revue Notre École, qui est éditée par les éditions Libertalia. Je passerai ensuite la parole à Hélène et Geoffrey, qui représentent l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, la pédagogie Freinet, dont nombreux de ses membres sont signataires. Alors l'ICEM, c'est une vieille maison qui a été fondée notamment par Élise et Célestin Freinet il y a bien longtemps, et qui regroupe de nombreux enseignants et enseignantes pour pratiquer l'auto-formation, qui aussi œuvrent pour publier des ouvrages et pour publier du matériel pédagogique à destination des classes Freinet et des classes coopératives, qui œuvrent aussi pour des positionnements, notamment de résistance aux pédagogies actuelles. Au passage, je remercierai aussi Sud Éducation Paris, ainsi que Solidaire et le collectif Aggiornamento qui ont contribué à faire que cette soirée advienne. Et j'en ai fini avec cette présentation et donc je vais tout de suite passer la parole en premier lieu donc à Christian Folliot qui va nous parler des politiques éducatives. Merci. Merci beaucoup. Je vais être bref sur ma présentation personnelle parce que ça n'intéresse pas nécessairement beaucoup de monde. Disons, j'ai eu une première vie éducation, spécialiste des systèmes d'éducation, défenseur de Freinet pour l'éducation primaire secondaire et disons aussi pour l'alphabétisation de Paulo Freire que j'ai même pu rencontrer à un moment de mon travail. Et puis, arrivé à une quarantaine d'années, je me suis posé la question de savoir pourquoi tous mes programmes d'éducation que je construisais avec les nationaux pour essayer de faire un travail intéressant étaient systématiquement cassés par les économistes avec des arguments auxquels je ne comprenais strictement rien. Donc, je me suis arrêté, j'ai fait économie. Et après l'économie, disons, je suis devenu un spécialiste en économie, comme on dit, et même senior économiste à la Banque mondiale pendant une quinzaine d'années, dont 8 au cœur de la bête à Washington. Et là, je me suis retrouvé face à une autre question, c'est-à-dire que les gens dans les salles me posaient une question et me demandaient mais comment se fait-il que cette fichue économie néolibérale se soit étendue aussi vite à travers le monde? Et la question qui arrivait souvent de manière assez véhémente était assez difficile à répondre. On pouvait toujours répondre les mêmes arguments concernant Milton Friedman, l'école de Chicago, Margaret Thatcher, le Fonds monétaire, la BCE et compagnie, mais ce n'était pas tout à fait satisfaisant. Donc finalement, avec ma première vie éducation, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à creuser pour voir le rapport entre les systèmes d'éducation, les fondamentaux des systèmes d'éducation et les fondamentaux de l'économie libérale. Alors, peut-être je vais commencer en quelques mots à essayer de clarifier qu'est-ce que c'est que cette économie libérale. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes en économie, n'ayez pas peur. Dans les faits, l'économie, c'est très simple. On essaie plutôt de vous mentir avec des gros mots qui fait que finalement, souvent, on ne comprend pas grand-chose. L'économie néolibérale, c'est un système d'accumulation et concentration du capital. C'est le seul moteur de l'économie néolibérale. En résumé, c'est un système qu'on peut appeler le SAC, c'est-à-dire SA2C, ça fait système d'accumulation et concentration du capital, et on est tous dedans, et je peux vous dire que le SAC est pour le moment bien ficelé.
Le principal instrument de ce système, c'est le partage inégal du profit, le partage inégal des fruits de la richesse créée. Et pour que cette inégalité fondamentale soit pérenne et qu'elle ne soulève pas de réaction négative de la part des populations, il faut que celle-ci soit convaincue qu'elle est naturelle, qu'elle est juste. Les acteurs de la création de la richesse doivent naturellement penser que l'inégalité est la norme. Il doit être impossible de penser autrement. La société créée par le capitalisme est donc obligatoirement inégalitaire, sinon il n'y aurait pas accumulation et concentration du capital. Le système d'éducation qui construit et reproduit cette société capitaliste doit donc s'appuyer sur des instruments qui classifient les êtres humains, les hiérarchisent et produit une culture qui va rendre cette hiérarchisation acceptable, voire la considérer comme incontournable. C'est le rôle de l'école. Et pour être sûr que cette construction sociale ne sera jamais remise en cause, il faut commencer tôt, si possible dès la maternelle, mais surtout ne pas rater le primaire qui promeut les fondations de l'organisation sociale. Ensuite, renforcer le secondaire, bien sûr, et terminer par la couverture totale au supérieur. Aucun des niveaux ne doit échapper. Et en effet, actuellement, aucun des niveaux n'échappe. Pour ce faire, l'école se fonde sur la classification par la notation des élèves, les uns par rapport aux autres, par la valorisation des mieux notés et la dévalorisation des moins bien notés, qui bien évidemment entraîne une mise en compétition généralisée qui produit ce qu'on appelle la méritocratie. Ce sont celles et ceux qui travaillent bien à l'école qui réussissent, ils le méritent, tout le monde en est convaincu, même le président de la République avec ses premiers de cordée. Et tant qu'à faire, pour bien consolider l'édifice culturel, il faut punir ceux qui ne méritent pas. Il ne faut pas oublier la stigmatisation directe ou plus ou moins larvée de celles et ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. Après un tel parcours qui dure au minimum 10 ans, il devient normal pour tous qu'il y ait des forts et des faibles, des récompensés et des punis, des riches et des pauvres. Il devient normal qu'une caissière avec peu de diplôme soit moins payée qu'un économiste, que le paysan peu diplômé soit beaucoup moins payé que le député qu'il nourrit. Rendez-vous compte, les économistes et les députés ont beaucoup souffert. Eux, ils ont fait des études pendant que la caissière et le paysan profitaient de leur vie dans leur travail. Dit comme ça, cela fait rire un peu tout le monde. Et pourtant, c'est la triste réalité. La différence de rémunération n'a aucun autre fondement que le niveau de diplôme décerné par l'école. De plus, la compétition, la concurrence permanente, si bien apprise à l'école, alimente des intérêts conflictuels entre les acteurs à la base, la multitude de celles et ceux qui rêvent de gravir les échelons. Du pain béni pour assurer la pérennité du système. Tant que les catégories les plus basses se disputent entre elles sur la redistribution des miettes, les maîtres du profit n'ont pas grand-chose à craindre. Fondamentaux du système capitaliste et fondamentaux de l'école sont bien les mêmes. Tout simplement parce que ce n'est pas l'économie qui est capitaliste, mais la société dans son ensemble, celle que l'école a fait émerger. Bien sûr, l'école n'est pas la seule en cause. La culture joue un grand rôle, mais elle aussi, elle est dominée par la même dynamique capitaliste. Ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Mais sans aucun doute, avec sa structure de classification et hiérarchisation des êtres humains qu'elle implante depuis des décennies, l'école a bien été un élément majeur dans la création d'un terrain favorable pour recevoir et développer l'économie néolibérale, et ceci à l'échelle mondiale. Et même si on regarde ce qui s'est passé dans le système soviétique et dans le système chinois, on se rend compte que finalement, ce sont les partis uniques de ces deux pays qui ont fait perpétrer les relations dominant-dominé avec comme principal moteur générer les monstrueux profits économiques des dominants du parti. Voilà, disons, un peu le rôle que joue finalement l'économie libérale et les fondamentaux sur lesquels elle s'appuie et qui sont relayés par l'école qui actuellement, disons, existe dans la quasi-totalité des pays du monde, ou même pour ne pas dire dans la totalité des pays du monde. Maintenant, j'aimerais imaginer avec vous une autre situation, celle où je pose les fondamentaux d'une société non capitaliste. Je prends comme fondement premier de cette société à venir, celle à laquelle nous travaillons, un être humain égale un être humain, chacun avec toutes ses différences. Immédiatement, le paradigme fondamental du système d'éducation s'en trouve changé. On peut en examiner quelques grandes lignes. Chaque être humain est un être unique, mais aucun des êtres humains ne peut vivre seul
et la vie de chacun est imbriquée dans celle de tous les êtres vivants, de la nature, des sols, des minéraux qui l'entourent. Respect de chacun des individus, solidarité indispensable, protection des êtres vivants et de la nature, ce sont déjà 3 fondamentaux incontournables pour un nouveau système d'éducation, avec au-delà des mots et des concepts, une traduction indispensable dans les programmes et les méthodes éducatives. Quand je pose en principe premier, un être humain égale un être humain, chacun avec toutes ses différences, cela implique nécessairement la disparition des rapports dominant-dominé. C'est-à-dire toute hiérarchie pénalisante doit être bannie. On ne classifie pas les êtres humains. Or, dans notre monde, les hommes ne naissent pas libres et égaux, contrairement à la belle formule des Nations Unies. Il appartient à leur organisation sociale et politique de faire qu'ils le deviennent et qu'ils le restent. Et dans ce sens, l'éducation est fondamentale. Capitaliste, l'éducation perpétue la classification punitive. Non capitaliste, comme nous le voulons, elle construit une véritable égalité. Car c'est bien par là qu'il faut commencer, par l'égalité. Liberté, égalité, fraternité est une fausse route. Il nous faut égalité, fraternité, liberté. Il faut inverser la formule. Si nous sommes égaux, nous ne sommes pas soumis et par conséquent, nous pouvons être frères et devenir libres sans nuire aux autres. Tout en précisant qu'égalité commence par l'égalité économique effective, pas seulement conceptuelle, au moins pour la satisfaction des besoins fondamentaux des êtres humains pour vivre dans la dignité. Alors quels pourraient être quelques-uns des fondamentaux d'une éducation pour l'émergence d'une société non capitaliste? D'abord, c'est le refus de la notation-classification des élèves les uns par rapport aux autres, ce qui n'exclut pas d'enseigner comment chacun peut évaluer ses propres progrès par rapport à ses propres objectifs et par rapport à son interaction avec les autres. Ensuite, c'est la coopération à la place de la concurrence et de la compétition. C'est aussi l'apprentissage de la co-construction à la place du respect de l'information descendante et de la concertation. C'est dès le primaire, l'apprentissage in situ, dans le dispositif éducatif, de la cogestion responsable des activités du groupe. C'est l'apprentissage dès le primaire des outils de la démocratie, la vraie démocratie, avec les outils de la sociocratie, ceux de la démocratie horizontale. C'est l'apprentissage de la construction et gestion des communs. Je rappelle que dans notre société non capitaliste, l'économie est un commun. Il n'y a jamais eu d'État-providence. C'est la population dans son ensemble qui produit la richesse et cette richesse et sa répartition appartiennent à la totalité de la population. C'est intégrer dès le primaire que chaque être humain a droit à un revenu universel qui lui permette de vivre dans la dignité. C'est faire apprendre que la gestion de l'argent public doit être publique et avant 16 ans, faire maîtriser les bases des outils qui permettent que cela devienne effectif pour tous. C'est l'apprentissage dès les plus petites classes de la non-violence, ce qui ne veut pas dire la non-conflictualité, mais la gestion apaisée des conflits. C'est bien sûr qu'avant 16 ans, la protection du vivant et de la nature soit unanimement considérée comme une des tâches essentielles de tous les êtres humains. Et surtout que le plus important dans la vie, ce n'est pas d'être premier de cordée, mais d'être heureux et faciliter le bonheur des autres. Depuis 50 ans, quels que soient les gouvernements, je n'ai pas vu ces fondamentaux être proposés comme les bases d'une réforme de l'éducation, encore moins aujourd'hui. Et pour cause, l'école reste le ciment d'un capitalisme exacerbé. Il ne s'agit pas de mettre globalement en cause le corps enseignant, lui aussi pris dans ce système, dans ce sac, mais il ne faut pas non plus en oublier sa part de responsabilité. Son acceptation encore majoritaire du refus de changement du paradigme économique et social participe aussi du maintien du sac. Pourtant, chaque enseignant qui porte dans son enseignement un ou plusieurs des fondamentaux que nous venons de voir d'une école égalitaire et solidaire fait un pas vers une société non capitaliste. Et ils sont des milliers dont les grands médias ne parlent pratiquement jamais. On nous parle toujours de ce qui se passe dans les réformes du système mainstream, comme on dit, mais pratiquement jamais des initiatives qui sont prises par des milliers d'enseignants sur la base. Et pourtant, ces enseignants ont déjà expérimenté les stratégies et outils qui permettent de fissurer l'édifice et surtout de construire positivement l'alternative. Donc, je vais laisser la parole à ceux qui, effectivement, participent à ce travail de construire l'alternative et qui sont déjà très en avance sur ce sujet.
Merci beaucoup Christian pour cette très belle intervention qui permet aussi de donner à imaginer ce que doit être l'éducation dans une société non capitaliste. Et je retiendrai cette idée qu'elle doit être fondée sur la coopération, la co-construction, la gestion du groupe dès le plus jeune âge, la non-violence, toutes ces choses fondamentales pour la société que nous voulons demain. Et donc, comme tu le disais, nous allons maintenant passer la parole à celles et ceux qui tâchent d'œuvrer dans les classes. Et nous allons commencer par passer la parole donc à Arthur Serret, qui parle pour le collectif Questions de classe, que je lui laisserai présenter plus précisément. Arthur, à toi la parole. Tu peux te démuter. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Moi c'est Arthur, je suis professeur des écoles dans une école dans un quartier populaire à Paris avec des CM1, CM2 et je fais partie depuis le début de ma carrière du collectif Questions de classe, qui est donc un collectif de pédagogie et moi j'aime bien dire de pédagogie et de lutte sociale, qui donc réfléchit au sens large aux pédagogies émancipatrices. Et j'ai préparé cette intervention avec Jacqueline, qui est là aussi, qui est aussi une membre du collectif et qui est professeure en collège, pour essayer d'avoir un petit peu de premier degré et second degré dans l'intervention. Donc, dans le collectif, on s'intéresse aux pédagogies qu'on aime bien dire émancipatrices pour avoir un champ assez large. Et dans ces pédagogies, moi, j'aime bien identifier deux pôles qui sont l'héritage d'abord des pédagogies coopératives, dont la figure de Freinet est une des plus emblématiques, et dont vous nous parlez après, Hélène et Geoffrey, et un héritage plus marginal en France, qu'on appelle les pédagogies critiques, qui, nous, au sein de la revue Notre École, est portée par quelqu'un comme Irène Pereira, et qui actualise l'héritage du pédagogue brésilien Paulo Freire. Donc, les pédagogies critiques, elles ont cette particularité d'insister beaucoup sur la conscientisation des rapports sociaux, notamment les rapports de genre, de classe, de race, et donc se déclinent en pédagogie antisexiste, pédagogie antiraciste, etc. Donc, on a un peu un débat entre ces deux héritages qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui ne coïncident pas non plus totalement, qui ont des sensibilités un peu différentes. Et au sein du collectif Questions de classe, nous, on se disait, il y a des débats théoriques, mais pour nous, au quotidien, dans nos classes, ça veut dire quoi être un ou une pédagogue critique? Donc, on a réfléchi notamment dans le dernier numéro de notre revue à cette question. Et finalement, une des réponses qu'on a réussi à porter, c'était que ça ne se jouait pas forcément dans des dispositifs de classe particuliers, dans des séquences spécifiques, mais qu'il y avait un enjeu dans la posture des enseignants, qui était, pour résumer ça assez simplement, de profiter de chaque espace de vie de la classe, de chaque moment, pour ouvrir des espaces de réflexion critique sur le monde et sur les rapports sociaux. Donc, il s'agirait d'autoriser les élèves à avoir cette réflexion sur le monde, aussi par l'exemple, être celui ou celle qui va ouvrir des possibles, qui va créer des conditions qui vont favoriser l'émergence de ces questionnements, sans forcément d'ailleurs en imposer ni l'origine, ni les cheminements, ni les aboutissements, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans une posture dogmatique, de leur donner la vérité, mais plutôt d'un moment de pouvoir rendre visible, d'ouvrir des sujets de réflexion. L'enjeu, c'est de faire sentir aux enfants que le réel qui les entoure et qui les traverse est un champ d'investigation, un champ de réflexion, et voire aussi un champ d'action, puisque une fois qu'on a interrogé des rapports sociaux, on a interrogé des inégalités, on va pouvoir se poser la question de comment on les change. Et ça fait vraiment écho avec l'intervention de Christian avant, de se dire que dans le système éducatif, il a été conçu dans le système capitaliste pour rendre normales les inégalités. Et là, au contraire, l'enjeu, ça va être de pouvoir les visibiliser aux élèves. Et ces inégalités, comme elles nous traversent, et en fait, tout moment peut être sujet de réflexion. Et après, de pouvoir leur faire sentir que s'ils en ont envie, et souvent les élèves n'aiment pas l'inégalité, on va pouvoir essayer d'agir dessus. Donc, on a essayé de tirer quelques pistes de comment on peut faire réfléchir les élèves, quels sont les temps, les moments où on va pouvoir ouvrir ces pistes de réflexion. Et donc là, on a
tirer 3 pistes. D'abord, une réflexion sur les supports qu'on utilise au quotidien et le contenu des enseignements. Ensuite, de faire rentrer le monde extérieur et l'actualité dans la classe. Et enfin, l'usage d'institutions coopératives, notamment issues de la pédagogie freinée, pour penser les relations sociales qui traversent les élèves, qui traversent la classe. Donc, on a voulu essayer comme il n'y a peut-être pas que des enseignants là, je sais pas comment on dit, dans la salle, sur Zoom, d'essayer de rendre ça concret avec surtout des exemples concrets. Donc, la première chose, la première piste, la réflexion sur les supports. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, un exemple que j'aime bien, c'est la question des planches anatomiques en SVT. Alors, je vais essayer de vous passer quelque chose. Donc, mon premier exemple, c'est un exemple avec une classe de CP où on travaille sur le corps, les différentes parties du corps et notamment les articulations. Et j'utilise, sans trop réfléchir, ce dessin. Et évidemment, les enfants, spontanément, ils parlent d'un petit garçon. Et en fait, moi aussi, j'aurais parlé d'un petit garçon. Et à mon avis, là, la posture critique, c'est d'arriver à se dire on est sûr que c'est un petit garçon. Et de se le dire soi-même, déjà. Et d'arriver à et de le dire aux élèves aussi. Et de leur poser la question vous parlez d'un petit garçon, pourquoi vous parlez d'un petit garçon? Donc là, la première chose qui vient, c'est il a des muscles. Sauf que, en fait, les petits garçons et les petites filles ont des muscles. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose qui est de l'ordre du stéréotype de genre, mais on est aussi en plein dans notre séance de sciences sur la question du corps. Parce que finalement, c'est intéressant que tous les enfants aient bien compris que les petits garçons et les petites filles ont des muscles. Et puis après, il y a des choses qui sortent. Il a les cheveux courts, il a un gros nez, il a un short, il n'a pas de poitrine. Mais quand on regarde le reste de la classe, en fait, il y a une petite fille qui a les cheveux courts, il y a une petite fille qui a un gros nez, il y a une petite fille qui porte des shorts. Donc là, alors que ce n'était pas du tout le sujet de la séance, moi, je n'avais pas du tout anticipé ça, il y a un moment la possibilité de faire un pas de côté pour réfléchir à ce support-là. Et en fait, ce qui nous permet de vraiment de travailler les représentations des élèves sur quelque chose qui les traverse totalement, qui est la question du genre. Autre exemple sur des questions de planche anatomique, cette fois-ci c'est en CM2, où on prépare, je prépare une séance sur la question notamment pour préparer des séances d'éducation à la sexualité. On se dit, on va faire un peu d'anatomie pour que tout le monde soit au clair sur les noms. Et en fait, je trouve que des corps, que des planches anatomiques qui sont toutes pareilles, donc à savoir toujours le même corps, un corps qui est blanc, qui est mince, et avec des coupes de cheveux qui, pour bien qu'on comprenne, sont très stéréotypées, donc à savoir les femmes ont les cheveux longs, les hommes ont les cheveux courts. Et à mon avis, je pense que mes élèves, ça ne les aurait pas choqués, en fait, ça, parce qu'on est tellement habitués à ce genre de représentation. Et donc là, l'enjeu, pour moi, ça a été de leur signaler, leur dire je suis désolé. J'ai des corps, j'ai un seul type de corps à vous montrer, mais il faut savoir que les corps sont tous différents, qu'il y a plein de corps différents. Donc, ça n'est qu'une toute petite partie de la réalité que je vous montre ici. Et là, c'est intéressant parce qu'encore une fois, il y a une question on interroge la question des normes, mais aussi on interroge la question scientifique, anatomique des corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Et même moi, à ce moment-là, je me suis aussi permis, parce que je trouvais que c'était assez offensant, même pour eux, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un 20e de mes élèves qui ont un corps qui correspond à celui de ces planches anatomiques. De s'excuser, de se dire en fait je n'ai pas pu faire autrement, je n'ai pas trouvé autre chose, mais voilà, donc je suis désolé, ayez conscience que ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité des corps qui existent sur Terre. Après, donc ça c'est des exemples que j'aime bien concernant la science, mais c'est vraiment des choses qui peuvent se faire dans toutes les disciplines, ce pas de côté pour ouvrir la réflexion avec les élèves, notamment sur tout ce qui concerne la littérature ou l'étude de la langue. Et là, j'avais un petit exemple d'un texte que j'ai travaillé avec des élèves pour parler de la question de l'imparfait. Mais comme à chaque fois qu'on aborde un texte avec des élèves, on s'assure qu'il y a une compréhension. Donc, je leur demande qui parle, qui est le narrateur, de qui on parle. C'est un texte qui parle d'un enfant qui descend avec Lucas et Hugo, ses copains, pour aller jouer au parc. Et en fait, tous les élèves disent c'est un petit garçon, encore une fois. Et moi, donc, là, encore une fois, je n'avais pas du tout anticipé ça. Et tout d'un coup, je me dis, mais est-ce qu'on est bien sûr que c'est un petit garçon? Et donc, je le pose aux élèves. Je leur demande, oui, en fait, comment vous le savez? Comment on en est sûr?
La seule manière d'en être vraiment sûr, à la limite, c'est de trouver des marques grammaticales qui signalent en fait une présence du féminin. Et en les cherchant, bah, on ne les a pas trouvés. Donc là, encore une fois, on questionne vraiment la question des rapports de genre à travers les textes. Et en même temps, on est en plein dans l'étude de la langue. Parce que on a fait vraiment, je pense que mes élèves n'ont jamais été aussi à fond dans l'analyse grammaticale que ce jour-là. Et la deuxième question après qui vient, c'est en fait pourquoi on s'est tous posé, pourquoi on a tous imaginé que c'était, si le texte ne nous disait pas, pourquoi on a tous imaginé que c'était un garçon. Donc ça c'est des exemples voilà, qui viennent de ma classe. Jacqueline, elle, témoignait d'un exemple avec le texte, le chapitre de Candide sur le nègre du Suriname, où donc qui est voilà, Candide, c'est vraiment un classique de la littérature au collège et où on va travailler sur la satire de Voltaire, etc. Mais où ce qu'elle disait, c'est qu'elle trouvait intéressant de questionner leur rapport à ce texte-là en leur demandant d'entourer les mots qui les choquent et qui les gênent. Et forcément, il y a le mot nègre qui ressort. Et donc, au lieu de se dire, c'est un mot comme ça qui passe, et puis on ne prend pas en compte le fait qu'en fait, il heurte les élèves, et on va encore une fois ouvrir un temps de réflexion sur ce mot-là, sur son histoire, sur qu'est-ce qu'il signifie, pourquoi il est choquant. Voire après de rappeler qu'il y a eu un moment où il a pu être réapproprié par des mouvements littéraires comme la négritude, etc. Donc ça, c'est voilà, dans toutes les disciplines, il y a des moments où les supports qu'on utilise, ils vont être traversés par en fait cette histoire des inégalités, par ces représentations, et on peut faire des petits pas de côté qui ne supposent pas forcément des grandes séances spéciales sur les discriminations, spéciales sur les inégalités, pour faire réfléchir les élèves au matériel qu'on utilise. Et j'ose espérer, et j'ai l'impression, moi, dans mes classes, de le voir un peu, qu'il y a un moment où il y a le timer là qui sonne, c'est ça? Bon, je vais me dépêcher. Non, pas du tout, c'était juste pour qu'il n'y ait pas le partage d'écran tout le temps. Alors ah oui, pardon, oui, désolé, j'ai un peu oublié, je vous ai laissé sur ces jolies planches anatomiques. J'arrête. Non, c'est déjà enlevé. Et donc, je me suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Tu en étais à l'exemple de Candide. Oui, non, c'est juste que les élèves, j'ose espérer qu'ils prennent un peu ce réflexe-là de se poser des questions qui ne sont pas forcément les questions qu'on leur pose, mais sur ces sujets-là. La piste suivante qu'on avait, c'était de se dire que souvent, il y a des enseignants, enfin souvent, on va dire qu'il y a une tradition d'enseignants qui vont considérer l'espace de la classe comme une sorte de sanctuaire clos ou dédié à la transmission du savoir et à un savoir assez figé, et où finalement tout ce qui est en dehors de la classe n'a pas à y rentrer. Je pense que c'est à la fois illusoire et à la fois assez peu intéressant, puisque de toute façon, de manière générale, les élèves ils apportent ce qu'ils ont entendu à l'extérieur dans l'école. Et donc là, je voulais vous parler d'un petit exemple. C'est l'année dernière, suite à la mort de George Floyd et des mobilisations antiracistes en France, mes élèves, particulièrement concernés par le racisme, se sentent très concernés et sont particulièrement au courant, ce qui, moi, m'étonne un peu. Et en art visuel, se sort la question du déboulonnement des statues. Et donc, ça commence à en parler. Là, je me dis, c'est intéressant. Et en fait, c'est un moment où je pense qu'avant, je n'aurais pas osé faire ça avec les élèves. Et là, j'étais dans un moment où moi, j'étais assez en colère par rapport au déconfinement. Je travaillais énormément, j'étais quasi en burn-out. Donc, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je me fais plaisir. Et donc, on a travaillé sur un débat, on a fait un débat, organisé ce débat que j'avais entendu en fait le matin même sur France Inter, sur faut-il déboulonner ou pas les statues avec les élèves. Donc d'abord, on a fait un petit point historique, on a regardé une vidéo du déboulement d'une statue de Christophe Colomb, et puis on a séparé la classe en deux parties, ceux qui soutiennent le déboulonnement, ceux qui sont contre, et avec l'enjeu d'essayer d'argumenter, de trouver des arguments. Et encore une fois, là, il y a cette question-là qui rentre dans la classe, sans demander l'autorisation, et utiliser ça permet de rentrer vraiment dans la complexité du réel, parce que finalement, ça questionnait le rapport aux œuvres d'art, ça questionnait le rapport à la mémoire, ça questionnait le racisme, et c'était vraiment un moment fort, un moment fort dans la classe. Après, encore dans la question de faire rentrer le réel dans la classe, moi, il y a une pratique que je trouve très intéressante qui est
vient notamment de la pédagogie freinée, c'est celle de l'enquête de milieu, où en ce moment dans ma classe, moi, avec les élèves, on travaille en géographie sur le quartier et avec d'autres élèves en histoire sur le quartier. Et ça me permet d'aborder la question de la classe sociale. Alors que je trouvais que c'était une question qui était très compliquée à aborder avec les élèves parce que c'est dur de leur dire qu'ils sont pauvres, globalement, pour très simplifier. Et où là, en géographie, en travaillant sur le quartier, on se rend compte que dans le quartier, il n'y a quasiment que des HLM. Donc c'est quoi un HLM? C'est un habitat à loyer modéré. Donc pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et en histoire, en travaillant sur le recensement, on se rend compte que en fait, c'est un quartier qui est principalement habité par des ouvriers, donc par les classes populaires en fait, et par des classes populaires assez immigrées, puisqu'il y a déjà, dès le début du XXe siècle, dans le quartier, d'immigration italienne et algérienne. Donc, encore une fois, faire rentrer le réel dans la classe, et ça peut aussi, tout simplement, à partir des recherches libres ou des textes libres des élèves, qui sont encore des fois des pratiques freinées. Et là, Jacqueline parlait d'une élève qui décide de faire une recherche libre sur l'islam, et où tout d'un coup, les élèves de la classe disent « Non, mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de parler de religion à l'école, on n'a pas le droit. » Et alors qu'on aurait pu, ce petit incident-là, soit rassurer les élèves, leur dire si on a le droit et puis on passe à autre chose, soit pour deux collègues qui ne sont pas au clair avec la laïcité, dire oui, non, on n'a pas le droit de parler de religion à l'école. Là, Jacqueline racontait que en fait, ça avait été l'occasion de discuter de ça pour de vrai et discuter aussi des difficultés à parler de soi, parler la honte qu'on peut avoir quand on est un enfant musulman aujourd'hui, la peur, et de questionner tout ça. Donc, et tout ça, il y a vraiment un enjeu de se dire, le monde extérieur qui nous entoure, la vie des élèves, on va essayer aussi de la mettre en lien avec tout ce qu'on voit. Jacqueline parlait du travail sur une nouvelle de Maupassant, L'aveugle, avec des cinquièmes, et où finalement, la discussion avait ravivé des apports que les élèves avaient eus en cours d'éducation morale et civique sur les discriminations. Et moi, j'ai une autre petite anecdote où, justement, en travaillant sur le recensement dans le quartier, en travaillant sur les trajectoires migratoires des travailleurs algériens du quartier, à la fin, je demande aux élèves d'écrire des petits textes sur soit des trajectoires de vie, soit sur le quartier de manière générale. Et un élève qui détourne la consigne et qui écrit un texte sur l'histoire de sa famille, de l'immigration de sa famille récente depuis les Comores. Et où là, il y a un écho entre ce qu'on fait en histoire, entre le passé et le présent, qui, il me semble, est vraiment, finalement, est vraiment notre objectif, en fait, en termes de réflexion. Et donc, la dernière, donc ça, c'est la question de, voilà, on ouvre la classe à l'extérieur, on fait rentrer le réel, le monde dans l'extérieur, dans la classe, pour utiliser la classe comme une sorte d'observatoire du monde. Et la dernière piste, c'est la question des institutions coopératives qu'on peut avoir dans la classe, notamment le conseil d'élèves, qui encore une fois est une pratique qui vient de la pédagogie freinée. Donc le conseil d'élèves, c'est souvent une fois par semaine, les élèves se réunissent pour discuter de propositions pour la classe ou de résoudre des problèmes, notamment. Et donc il y a un temps de débat sur ces propositions, sur ces problèmes, de réflexion sur ces problèmes. Et puis à la fin, l'objectif, c'est de faire que ça change. Enfin, de changer le réel, vraiment. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette institution, c'est qu'il y a à la fois un moment de réflexion, de débat, et puis en même temps qui est chevillé à la question du changement, à la question de de l'action. Et donc, vraiment un cas classique, c'est la question en conseil d'élèves de la gestion du ballon dans la cour de récréation et de son accaparement par les garçons. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, à la fois avec des CM2, à la fois avec des CP. Il y a un moment dans l'année où les filles disent qu'elles en ont marre, que ce soit toujours les garçons qui décident de tout quand il s'agit de foot ou de ballon. Donc, je pense que s'il y a un moment, si ce moment vient, c'est aussi parce qu'il y a des signaux. On voit que dans la classe, ce sujet-là est un sujet sensible dont on peut parler. Mais donc, forcément, ça suscite une discussion, ça va susciter des réactions, des résistances, des débats. Et puis, à la fin, ça doit amener à du changement. De manière générale, ce qu'on se disait avec Jacqueline, c'est qu'il y ait des institutions coopératives ou pas, c'est vraiment cette possibilité de changer le réel, de transformer le réel par les élèves, elle est vraiment importante.
Et donc Jacqueline, elle m'avait envoyé un récit d'une séance avec des 5e où il y a une élève qui lit l'histoire de Malala, qui est une militante pour l'égalité au Pakistan, qui est touchée par cette jeune fille et qui décide d'écrire un texte sur l'égalité homme-femme de manière générale et en France. Son texte est lu à la classe, ça crée un débat au sein de la classe sur la question des inégalités entre les hommes et les femmes. Et finalement, la classe décide que c'est une question qui est trop importante et qu'il faut en fait la porter à l'ensemble du collège et donc de faire une action avec une exposition pour sensibiliser les autres collégiens et collégiennes. Et ce qui m'a marqué pour revenir à la question de la posture, ce qui m'a marqué dans le récit que faisait Jacqueline, c'est que finalement la parole de l'enseignante, elle se résume à quelques questions qui sont des invitations à penser le monde et à le transformer. Donc ces questions, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce que tu viens de dire? Parce que c'est intéressant, ce serait bien que ça ne reste pas juste entre nous. Ou alors, à partir de ce que vous avez dit là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que nous pourrions faire, nous? Donc, à la fois inviter les élèves à réfléchir et à la fois les inviter à agir. Donc, la critique sociale dans la classe, elle ne se vit pas forcément avec des séances spécifiques, mais souvent assez clandestinement, finalement, à travers nos gestes professionnels au quotidien. Elle va se loger dans les imprévus, elle va s'inviter dans les salles de classe tant qu'on accepte d'en ouvrir les fenêtres. Et donc, il s'agit souvent d'une question de posture, qui est aussi une posture militante. Voilà. Merci. Merci Arthur pour cette intervention qui donne à voir concrètement ce qui peut se passer dans les classes et qui est hyper riche pour justement entrevoir ce que c'est que la pédagogie critique. Je profite de ce petit temps où j'ai la parole pour faire une transition, pour refaire un point concernant l'utilisation du chat. Donc ça va servir ensuite à alimenter le petit temps de questions-réponses avec les intervenants et intervenantes. Donc c'est quand même important de pouvoir y soumettre des questions tout en essayant effectivement de pas trop avoir de discussions parallèles pour pouvoir profiter à plein des exposés qui sont en train de se faire. Donc voilà, Arthur, tu nous as beaucoup parlé de la posture de l'enseignant et de l'enseignante pour accueillir, faire des pas de côté à travers toute discipline finalement pour pouvoir faire entrer dans la classe les questions de genre, les questions de classe sociale, de rapport à ce dont sont issus aussi les élèves. Tu nous as parlé de la posture de l'enseignante pour amener les élèves à aller plus loin sur les problématiques qu'ils et elles font eux-mêmes entrer dans la classe. Maintenant, je vais donc passer la parole à Hélène et Geoffrey pour l'ICEM Pédagogie Freinet qui vont nous en dire un petit peu plus sur en particulier cette pédagogie et ce qu'elle amène aux élèves, aux enfants et aussi aux enseignants. À vous la parole. Hélène, je crois que c'est toi qui prends la parole. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc Hélène, moi je suis enseignante en primaire à Bobigny dans le 93 et donc je fais partie du GD 93, donc qui est le groupe départemental Freinet. Je ne vais pas revenir sur l'ICEM parce que Magali au début de la rencontre a décrit un peu ce que c'était l'ICEM. Je vais parler plus sur du concret, comment ça se passe dans nos classes. Donc ça va être plus une présentation sur nos pratiques et qu'est-ce que la pédagogie Freinet concrètement dans nos classes. Et plus aussi, je suis désolée pour les personnes du second degré, mais en fait, je vais plus parler du premier degré par expérience. Donc, la thématique de la soirée, c'était s'émanciper. Donc, comment s'émanciper par la pédagogie Freinet. Donc, pour nous, autant pour moi que Geoffrey, qui est à côté de moi, qui est membre du GD aussi de façon générale à l'ICEM, mettre en place la pédagogie Freinet dans sa classe, c'est avant tout une conviction politique pour une autre société où les élèves, mais aussi les enseignants et les enseignantes s'émancipent. Donc, le but, ce n'est pas d'ingurgiter des savoirs, mais bien d'émanciper à la fois les enfants, mais aussi les enseignants. Ça passe par l'importance du collectif et de la coopération, autant pour les élèves, pareil, que pour les enseignants et les enseignantes. Donc, pour les élèves, c'est la confrontation de leur point de vue, le partage des compétences, la construction ensemble des apprentissages. Et donc, dans notre mouvement, pour les adultes aussi, puisque ce qu'on met en place dans nos classes, on essaye aussi de le vivre en tant qu'adulte. Donc, on a des groupes de travail, donc j'ai dit par département, par région, mais aussi au niveau national.
Donc, on échange nos expérimentations, on se retrouve régulièrement pour discuter de ça. Donc, alors que Blanquer voudrait que nous soyons des soldats et nous revendiquons de l'idée de travailler collectivement, de questionner nos pratiques, de les confronter, de les enrichir et de se soutenir dans la mise en place de la pédagogie Freinet face à la hiérarchie qui tend à nous décourager parce que ce n'est pas dans leur intérêt d'avoir des enseignants et des enseignantes qui ont un regard critique sur ce qu'on leur demande de faire, tout comme ce n'est pas dans leur intérêt, comme nous a dit tout à l'heure Christian, d'avoir des élèves qui ont aussi un regard critique et qui soient émancipés. Donc actuellement, dans la politique avec la politique de Blanquer, donc faire de la pédagogie Freinet, c'est un acte de résistance. Donc concrètement, en classe, donc on part en pédagogie Freinet, on part toujours de ce qu'est l'enfant, donc ce qu'il est et de comment il arrive dans la classe, où il en est, lui. Donc il y a plusieurs piliers dans la pédagogie Freinet, mais là je vais m'arrêter sur 3 en particulier. Donc le tâtonnement expérimental. Donc l'enfant naturellement expérimente. Donc pour nous c'est important que tous les apprentissages à l'école se passent par un processus d'essai-erreur pour que l'enfant se soumette ses hypothèses, teste, se trompe, recommence. Donc par exemple, moi dans ma classe, ils sont en train de faire une maquette du quartier. Donc ça va, ils ont mis du temps pour trouver comment ils allaient faire les bâtiments, comment ça doit être proportionnel les uns aux autres, etc. Donc c'était tout un tas de tests. Et après, en fait, c'est à l'enseignant, donc pour revenir sur la posture de l'enseignant aussi, c'est à l'enseignant de saisir le moment où il ou elle doit intervenir en fournissant le matériel, mais aussi les savoirs à ce moment-là, quand c'est nécessaire pour que les enfants puissent avancer et au moment où ils sont prêts à s'en saisir. L'autre point important de la pédagogie Freinet, c'est la méthode naturelle. Donc on part du principe que les enfants sont naturellement curieux, chercheurs, et que les enseignants et les enseignantes sont là pour prendre en compte le rythme de chaque enfant. Donc de permettre que chaque enfant se saisisse des apprentissages quand il est prêt et quand il en ressent le besoin. Du coup, on défend aussi en pédagogie Freinet le fait de remettre en cause les programmes et les programmations qu'on nous impose et qui est imposé que tous les enfants apprennent la même chose au même moment, dans le même laps de temps, puisque en fait, on nous demande telle semaine à telle semaine d'apprendre les additions et ça doit être tous les élèves de la classe doivent le savoir en même temps. Et du coup, c'est à la fois, donc j'ai parlé de la coopération du collectif, mais c'est aussi la prise en compte de chaque élève, de ce qu'il est. Et donc, ça s'institutionnalise par le plan de travail individuel qui permet donc à chaque élève de faire son travail à son rythme. Le troisième pilier important, c'est l'expression libre. Donc, ça prend dans toute forme d'expression, donc l'expression graphique, l'expression orale, écrite ou gestuelle, scientifique aussi. Ça passe donc concrètement par les entretiens du matin ou les coins de neuf, donc il y a un temps à l'oral où les élèves peuvent s'exprimer librement. Ça passe aussi par des temps d'atelier, d'expression artistique, d'expression corporelle ou musicale. Ça passe aussi par les textes libres, puisqu'on n'utilise pas de manuel dans nos classes. Et donc, on part comme je disais, qu'on partait de ce que l'enfant est, donc de ce que l'enfant aussi écrit, de ce que l'enfant dit. Donc, ça part de ces textes libres. Et il y a aussi les conseils coopératifs, donc, qui permettent de gérer la vie de la classe. De façon générale, donc en pédagogie Freinet, on prend aussi en compte l'environnement de l'enfant, donc un peu aussi comme a parlé Arthur, en prenant en compte le quartier. On prend l'enfant au sens large, en prenant en compte d'où il vient, sa famille, sa culture, son quartier. La porte de la classe n'est pas une frontière avec le dehors. Le dehors rentre dans la classe et nous, on sort dehors. L'importance aussi en pédagogie Freinet, c'est le matériel, parce que dans le sens où le matériel il permet de stimuler la réflexion, d'assouvir les besoins, la curiosité des enfants. On considère nos classes comme des mini-musées, donc autant avec des livres,
les traces des élèves, du bricolage, donc, par l'intermédiaire aussi d'ateliers, de construction, etc. Donc nos classes sont des lieux de vie qui évoluent sans cesse. Autre aspect important dans la pédagogie Freinet, Célestin Freinet, il a écrit en 1964 les 30 invariants. Donc c'est un peu ce qui nous permet de réfléchir régulièrement quand on revient dessus. Donc l'invariant numéro 2, c'est être plus grand ne signifie pas être au-dessus des autres. Et l'invariant numéro 1, c'est l'enfant est de la même nature que nous. Et donc ça résume aussi le fait que la classe, c'est pas notre classe en tant qu'enseignant, c'est la classe c'est la classe des élèves. Et c'est pas seulement ma classe. Enfin, je répète souvent à mes élèves que la classe, c'est pas seulement ma classe, c'est notre classe. Et donc on doit la faire vivre ensemble. Et l'invariant numéro 5, qui vient un peu aussi, qui met en avant l'émancipation de l'enfant qu'on revendique en utilisant cette pédagogie, c'est nul n'aime s'aligner, car s'aligner, c'est obéir passivement à un ordre extérieur. Donc voilà pour ma présentation. Je pense qu'il reste du temps. D'accord. Eh bien, écoute, merci Hélène de nous avoir présenté un petit peu tous les tenants et aboutissants de la pédagogie Freinet et notamment les fondements pédagogiques qui sont à l'œuvre dans les classes pour accueillir chaque enfant, leur permettre de grandir à la fois chacun à leur rythme et en même temps avec le groupe pour introduire ce qui va venir maintenant. J'ai vu qu'il y avait des questions qui se posaient justement sur comment faire pour arriver à faire entre les différents rythmes de chaque enfant et arriver aussi à construire avec ça des projets d'apprentissage collectif dans la classe. Donc peut-être que ça va être un petit peu au centre des questions-réponses maintenant avec les intervenants qui donc sont un petit peu à la disposition et des questions qui se posent. Et là, je vais passer la main à Ludivine qui va pouvoir animer ce moment puisqu'elle était sur le chat pour voir un peu les différentes questions qui se posaient. Voilà, Ludivine, je te passe la parole. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais simplement essayer de me faire le relais des différents questionnements et des réflexions, des remarques aussi de fond qui se sont posées au fil de vos 4 présentations et je les ai trouvées vraiment très complémentaires, extrêmement stimulantes pour ma part parce qu'on part vraiment justement du système capitaliste dans son fonctionnement compétitif, concurrentiel et ensuite on arrive dans les classes en s'interrogeant sur la manière dont on peut rompre vraiment très concrètement grâce aux pédagogies que vous avez décrites avec cet esprit-là de profit et de mise en compétition des individus les uns à l'égard des autres. Alors, il y a un premier ensemble de questions qui ont surgi à l'issue de ton intervention, Christian, à propos des inégalités de rémunération. Tu insistais sur le fait que ces inégalités de rémunération étaient en fait liées aux inégalités de diplôme et donc il fallait cesser aussi cette course au diplôme et un certain nombre d'intervenantes et intervenants dans le chat ont dit qu'il y avait peut-être aussi d'autres facteurs, puisque en fait, ces rémunérations, elles peuvent être aussi déconnectées du diplôme et qu'il y a d'autres éléments pour expliquer l'inégalité vertigineuse des revenus, mais aussi bien sûr du patrimoine, selon les branches d'activité, selon le genre, éventuellement aussi selon les origines, etc. Donc ça, c'est un premier ensemble qui est plus général, qui va au-delà de toute façon de la seule question de l'éducation, même si tu l'as corrélé justement au diplôme. Alors, il y a une question aussi fondamentale, encore une fois, qui porte sur la compétition en tant que c'est un trait spécifique du capitalisme. Alors, première question à ce sujet, finalement, est-ce que ce n'est pas le capitalisme dans son ensemble et pas particulièrement la phase néolibérale du capitalisme, le capitalisme, il est par essence extracteur de profit et dès lors, il place les individus dans un système de compétition, même si la phase néolibérale l'accélère. Et tu as bien montré que l'école était dans cette logique. Et la question aussi qui se pose, c'est est-ce que l'école, telle que conçue, y compris par Jules Ferry, n'était pas d'emblée déjà extrêmement inégalitaire et constitutionnellement inégalitaire, puisque
l'école de Jules Ferry disait qu'il y avait une école du peuple gratuite et puis une école pour les élites avec les petites classes des lycées où on allait dès l'âge de 6 ans payante. Ensuite se posent des questions fondamentales grâce à toi, Christian, aussi et qui se posent évidemment avec Arthur, avec Magali, avec Hélène, sur les alternatives à la compétition, mais aussi à l'évaluation, à la notation. Hein, comment faire pour sortir de cette logique que tu as bien décrite, Christian, de les premiers, les derniers, les bons, les moins bons, etc. Bon. Et la question a été soulevée aussi des pathologies de la compétition, hein, ça rend malade aussi la compétition. Et est-ce que l'enseignement numérique, par ailleurs, ne déshumanise pas encore davantage cet enseignement? Ensuite, il y a eu des questions plus directement liées à ce que l'on transmet aux élèves. Est-ce que c'est la non-violence ou est-ce que c'est la révolte? Est-ce que, justement, Hélène vient de dire à l'instant, nul n'aime s'aligner, hein, donc c'est aussi finalement l'indocilité. Et pourtant, l'école ne cesse d'apprendre à obéir, à suivre les consignes, etc. Quelqu'un aussi a parlé de la question de la pédagogie frontale, qui est déjà peut-être d'emblée dans une forme de domination, hein, mais les pédagogies alternatives telles que celles que vous avez décrites ne sont justement pas dans une pédagogie frontale. Et grâce à Nolwenn, d'ailleurs, en réaction à la présentation d'Arthur, on a eu un document très, très intéressant qui montre justement des corps variés, hein, qui ne sont pas seulement, comme tu l'as indiqué, Arthur, blancs, minces, etc. et extrêmement genrés. Et enfin, la dernière grande question qui se pose, me semble-t-il, c'est celle du fait que les alternatives pédagogiques proposées, qui sont des alternatives émancipatrices, elles sont très minoritaires. Elles sont portées par une poignée d'enseignantes et d'enseignants qui sont structurés dans des collectifs, dans des réseaux. Mais le problème, c'est que l'école, majoritairement, elle peut justement reproduire des formes de domination, des formes d'inégalité, et que les enseignants sont complètement sous pression. Donc, comment faire, en fait, pour articuler justement ces pédagogies alternatives avec des luttes émancipatrices qui touchent plus largement la société dans son ensemble. Et je mets de côté, mais je dis juste un mot pour terminer cette présentation des questions, sur le fait qu'il y a eu un petit échange aussi sur comment nommer la société à laquelle on aspire. Est-ce que c'est la société des communs? Est-ce que c'est la société sans classe? Est-ce que c'est la société sans État? Est-ce que c'est la société communiste? Mais en fait, comme ce n'est pas vraiment le thème de la soirée, hein, aussi assez structurel, hein, ça traverse tous nos débats, on pourra avoir une discussion vraiment spécifique et on vous le proposera peut-être au cours notamment de l'assemblée de ce fédéré qu'on aimerait mettre en œuvre le plus rapidement possible maintenant. Donc, est-ce que vous voulez d'ores et déjà reprendre la parole, Hélène, Arthur, Magali et Christian, pour de premières réactions avant qu'on passe en atelier? Bon, moi, je veux bien prendre la parole en essayant d'être bref parce qu'il y a beaucoup de questions. Bon, inégalité et diplôme. D'abord, c'est vrai qu'il y a d'autres, disons, biais qui font que les gens sont mieux rémunérés. Il y en a beaucoup. Il n'empêche, bon, moi, j'étais à l'international toute ma vie, hein, pratiquement, donc j'ai fait beaucoup de pays. Vous pouvez prendre les pays du Nord, les pays du Sud. Ceux qui n'ont pas de diplôme sont toujours moins payés que ceux qui en ont plus, massivement. Et ceux qui... Bon, vous avez toute une gradation qui fait que, de toute façon, vous avez plus de chances d'avoir, disons, quand même un meilleur salaire avec des diplômes que ceux qui n'en ont pas ou pas des faibles, ou voire pas du tout. C'est malheureusement une réalité. Donc, il y a véritablement une structuration du système capitaliste à travers l'école pour arriver à hiérarchiser les gens et faire que les rémunérations classifient les gens et leur permettent d'ailleurs de ne pas mener de lutte trop collective qui pourrait remettre en cause le système. C'est d'ailleurs de là que vient aussi la seconde question sur la compétition et la concurrence. C'est le système capitaliste en lui-même, il a besoin absolument d'avoir une compétition systématique de façon à assurer la concentration. Les plus forts gagnent,
Donc, je concentre, je me réattribue. Regardez ce qui se passe maintenant avec l'histoire du Covid. Finalement, les petites entreprises vont énormément souffrir. Les grosses, ne vous inquiétez pas pour elles, elles ont toujours, disons, elles vont bénéficier de toutes les aides possibles et imaginables et la bourse continue de monter. Donc, si vous voulez, il y a véritablement une corrélation. Bien sûr, il y a la naissance, il y a le fait d'être homme ou femme, il y a le fait de la couleur, il y a énormément d'autres facteurs qui interviennent. Mais le facteur principal qui classifie les êtres humains, c'est effectivement l'école, qui fait rentrer ça dans la tête du monde entier actuellement pour la majorité des gens. Alors, il y a des pays qui commencent quand même il y a la Finlande, la fameuse histoire de l'éducation heureuse en Finlande, bon, qui effectivement fait disparaître les notations, qui d'ailleurs dernièrement a répondu le classement PISA, à la limite, ça nous est complètement égal. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des gens qui soient bien adaptés dans le système et qui soient heureux. Bon, c'est-à-dire les critères d'évaluation de leur système, même s'il y a beaucoup de choses qui sont discutables sur le système finlandais encore, sont quand même très différents du nôtre actuellement et de beaucoup d'autres pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, là, je fais un tableau très rapide, disons, par rapport aux questions pour laisser la parole aussi à mes collègues. Disons, la numérisation et l'éducation numérique qu'on est en train de nous vouloir généraliser maintenant présente plein d'avantages. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez suivre, disons, apprendre plein de choses à travers le numérique. Mais il n'empêche que le numérique, c'est vous êtes en face d'un ordinateur avec, disons, une source qui vient de l'extérieur. Vous avez un tuyau, point. Et chacun est dans son tuyau. C'est-à-dire la sociabilité, la socialisation perd plus de 80% de son efficacité, de ce qu'est vraiment l'école. C'est-à-dire l'apprentissage en groupe, se connaître les uns les autres, disons, arriver à travailler les uns pour les autres et toutes ces choses-là. Donc ça, quand on est dans le système totalement numérique, et ça peut permettre de partager, disons, des acquis, des connaissances, mais c'est transmettre des connaissances dans les faits, mais c'est beaucoup plus difficile de faire jouer le rôle social que normalement doit jouer l'école. La non-violence, pour avoir vécu effectivement dans des pays où il y avait des dictatures sanglantes et avoir vécu toutes les horreurs possibles et imaginables sur cette planète, j'ai été dans les situations les pires qui puissent s'imaginer. La violence, il n'y a rien à faire. On n'en sort jamais des choses vraiment bonnes. Donc, la non-violence, ça ne veut pas dire l'absence de révolte. Absolument pas. Bien au contraire. C'est-à-dire que si vous prenez un exemple très simple, qu'est-ce que craint le plus le capitalisme? C'est que finalement, les gens s'arrêtent de travailler. Point. C'est tout. À la limite, que les gens fassent des manifestations dans la rue, qui se bagarrent et toutes ces choses-là, qui détruisent des banques, c'est pas grave parce que de toute façon, les assurances vont payer. Ça ne les gêne pas. Ce qui les gênerait énormément, c'est finalement une grève générale d'un mois. Ça les gênerait vraiment. Donc, ce n'est pas la violence en elle-même qui va permettre de résoudre des solutions. C'est comment est-ce qu'on pouvait arriver à faire finalement que les mouvements non violents aient beaucoup plus d'écoute et deviennent beaucoup plus généralisés. C'est ça qui est extrêmement, extrêmement difficile. Bon, je m'arrête là, je laisse la parole à mes collègues. Merci Christian. Moi je voulais aussi réintervenir, je l'avais déjà fait un petit peu dans l'introduction, mais c'était pas forcément très saillant, sur le fait que en réalité les pédagogues critiques, les pédagogues freinais sont très très minoritaires dans le métier. Effectivement, c'est une réalité. Hélène, tu as parlé comme moi d'ailleurs d'actes de résistance en fait au sein des classes à pratiquer ces pédagogies là, en particulier avec le ministre que nous avons actuellement, qui n'a de cesse de laminer tous nos moyens, notamment en régulièrement réduisant la subvention donnée à l'ICEM, etc. Moi, je voudrais dire une chose, c'est vrai que dans le métier, globalement, les enseignants sont en grande souffrance et notamment en grande souffrance dans ce qu'ils peuvent faire avec leurs élèves. Et ça, c'est une vraie question. Et en fait, en organisant cette soirée, en voulant l'organiser au sein du collectif Se Fédérer, c'était aussi l'idée que c'est
hyper important de faire connaître, de donner à voir ces pédagogies. Et pour moi aussi être dans un groupe départemental freinais, en l'occurrence le groupe départemental parisien, et pour y être depuis très longtemps, ce que je peux constater, c'est que bien des enseignants qui arrivent là et qui sont très en souffrance parce que n'arrivent pas à se dépêtrer avec l'institution, avec les injonctions, avec tout ça, et en même temps voient bien qu'il faudrait faire autre chose avec les élèves. Lorsqu'ils se retrouvent dans ces collectifs-là, c'est une véritable bouée pour pouvoir voir que c'est possible de faire autre chose dans les classes, voir que c'est possible de résister, voir qu'il y a des collectifs, et ça rend aussi heureux dans notre métier, ça rend aussi possible et visible ce qu'on peut faire et ce qui pourrait être amené à transformer l'école. Voilà, donc c'était un petit peu ça que je voulais dire. C'est pas très long, c'est pas forcément très précis et répondre à toutes les questions, mais je pense que c'était important d'appuyer sur ce point. Et si Arthur, Hélène, vous avez aussi des choses à répondre, c'est le moment. Voilà. Je veux bien. Vas-y, Arthur. Moi, je veux bien rebondir sur la question du frontal qui a été dit. Quelqu'un, je crois, Marc, disait est-ce que le préalable à tout, je ne sais pas comment c'était formulé, mais à toute perspective critique en éducation, c'est de renoncer au frontal. Je ne répondrai pas vraiment à cette question. Je répondrai pas directement à la question, mais c'est justement un des débats qui se posent entre justement le monde des pédagogies critiques et on va dire le pôle plus un peu des, j'aime bien dire pédagogie coopérative parce que ça prend plusieurs courants un peu au sens large. Et là où il faut faire attention, je pense, en se focalisant sur des dispositifs pédagogiques comme ça, de se dire le problème c'est le frontal, par exemple, c'est que, en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout nos alliés qui vont être d'accord. À titre d'exemple, en ce moment, très, très, très à la mode, la pédagogie Montessori, et où il y a plein de choses bien en pédagogie Montessori, hein, je dis. Mais c'est une pédagogie qui est soutenue par Jean-Michel Blanquer, à bien des égards, qui fait florès dans des écoles privées. Donc, qui, je pense, vraiment, coche plein de cases qui nous signifient que c'est pas ça qui va faire c'est pas avec ça qu'on va faire la révolution. Et pourtant, c'est une pédagogie qui renonce totalement au frontal. Où il y a plein de dispositifs pédagogiques qui sont utilisés dans le secondaire, qui finalement font aussi beaucoup penser à qui renoncent au frontal et qui peuvent aussi beaucoup faire penser à des dispositifs de management. Donc, c'est le danger de se focaliser sur la question du dispositif pur, sans interroger les finalités, c'est qu'en fait, ça c'est récupéré par plein d'autres choses, quoi, par plein d'autres mouvements, par plein d'autres courants politiques qui n'œuvrent, je pense, pas du tout dans le sens de l'émancipation. Et au contraire, et donc moi je défends pas du tout défends pas du tout faire du frontal, hein, mais je pense que la question de la posture de l'enseignante, des fois, elle est intéressante parce que les élèves, les enfants, ils sont déjà pétris des représentations du monde social qui les traverse. Ils ont déjà l'ordre social dans la tête. Et qu'en fait, on peut attendre d'eux, on peut se dire, en les mettant dans des dispositifs d'autogestion, ils vont remettre en cause l'ordre social. Et c'est, je pense, en partie vrai, mais il y a plein de choses qui restent invisibles si on à un moment, on leur montre pas, on leur pointe pas du doigt les choses. Typiquement, je reprends mon exemple sur les planches anatomiques, hein, et d'ailleurs, merci beaucoup Nolwenn pour le document. C'est tellement normal d'avoir des planches anatomiques avec que des blancs que, en fait, les élèves, je pense pas qu'une seule seconde qu'ils se poseront la question. Pareil sur la question du foot à la récréation. C'est tellement normal, en fait, que les garçons fassent du foot que je pense que s'il n'y a pas des moments où on donne fait des signaux forts aux filles de l'école, ce truc-là, il n'est pas forcément remis en question. Ou même sur la question du jugement des bons élèves, des mauvais élèves, de comment on considère les élèves qui chahutent. En fait, ça peut être aussi de l'ordre de l'enseignant, à un moment, de dire attendez, on peut penser les choses autrement. Ou pourquoi vous pensez comme ça, du moins. Pourquoi on pense ça comme ça? Et après, les élèves, souvent, ils sont capables de répondre et d'avoir une pensée critique. Voilà. Mais donc, je reviens, je pense que faut faire vraiment gaffe quand on se focalise sur les dispositifs purs. Et on voit que dans la pédagogie freinée, il y a des dispositifs freinés, il y a des techniques freinées, mais en fait, il y a aussi tous les invariants.
qui vont avec et qui font que c'est une vraie pédagogie. Voilà, peut-être que Hélène, tu veux dire un mot, toi aussi, avant qu'on passe à la partie des ateliers. Je ne sais pas. Et notamment sur cette question aussi des invariants. Tu en avais souligné un tout à l'heure, Ludivine, un invariant de Freinet, nul n'aime être aligné, qui est particulièrement intéressant et nourrissant pour cette soirée. Je ne sais pas si tu veux reprendre la parole, Hélène. Plutôt sur, du coup là c'est Geoffrey, on avait préparé tous les deux avec Hélène qui est à côté de moi l'intervention. Et juste du coup là c'était la question sur les invariants, ça que vous voulez qu'on revienne sur le nul être aligné et tout. Oui. Ouais, mais c'est pour le développer un peu. Non, en gros c'était juste pour nous on a voulu mettre cet invariant là parce que déjà pour montrer que Freinet c'était un militant, qu'il était prof, mais il était aussi très très engagé dans les mouvements politiques et que en mettant ces invariants, je trouvais on trouvait qu'ils étaient forts, et notamment celui-là, le fait de la mise en rang, toutes ces choses-là, en fait, ça n'a rien d'anodin. Et souvent, nos collègues, on peut le voir dans toutes les écoles, même beaucoup d'écoles dites Freinet, où les collègues ils mettent les enfants en rang sans se poser des questions, ils les mettent en rang d'oignon dans les classes, en rang pour se ranger, en rang dans les couloirs. Je pense qu'il y a tout ça qui a posé comme questionnement, et nous on le trouve intéressant parce que on essaie de pas le faire, on essaie de dire que là il y a un côté militaire dans tout ça qui est en fait le fait de le vivre. Moi je pense que là on a beaucoup parlé théorie dans différentes choses, et je pense que dans nos classes il faut qu'on parte plus sur le pratique. Et moi mes élèves ils se rangent pas en fait, et ils montent très bien tout seuls. Il y a un système de ceinture qui permet de faire que justement, certains, il y en a, il faut que j'ai un peu plus à l'œil, d'autres non. Et tout ça, je pense, fait que en fait, tout ce les enfants vont vivre vont permettre après de le développer plus tard dans leur vie. Ou pas, ça d'ailleurs. Ouais, avec l'autonomie. Et nous, il y a aussi une forme d'autogestion qu'on essaye de mettre en place. Et c'est pour ça que le maître ou la maîtresse, ils n'ont pas tout le temps besoin d'être présents à fond. Et je pense qu'il y a de ça qu'il faut qu'on parle. Et dans les invariants de Freinet, il y a énormément de ça. D'ailleurs, c'est un test. D'ailleurs, c'est un test qu'il a proposé aux enseignants. Il sort en 1964, je crois, ou 65. Et en fait, il propose ce test en disant voilà, je mets 30 invariants, et les professeurs, en fait, ils vont devoir répondre vert, orange ou rouge. Par exemple, là, dans celui-là, c'est dans ta classe, si tu alignes tes élèves justement pour monter en récréation. Bon, si c'est juste pour la récréation, par exemple, tu es orange. S'ils sont jamais alignés, jamais en rang, tu vas être vert. Si tu es en rang tout le temps, quand tu montes, là, tu vas être rouge. Et en fait, il y a 30 invariants comme ça. Et ça permet en fait de se situer. Donc, ça paraît un petit peu anecdotique comme ça, mais je pense qu'il l'a sorti dans ce but-là pour montrer nos pratiques et se rendre compte qu'en fait, tout pédagogue dit Freinet, et nous les premiers, moi, en tout cas, je parle pour moi. Je fais ce test, il y a plein de trucs où je suis rouge, et du coup, ça nous fait reposer des questions. C'est ça qui est vachement important, je trouve, dans nos pratiques et dans le mouvement Freinet. D'ailleurs, on l'appelle le mouvement Freinet, mais moi, je trouve que c'est mieux de parler d'école moderne, d'ICM, justement, de pédagogie coopérative, parce que Freinet, très bien, mais là, on est arrivé en 2020 où, en fait, Freinet, il y a beaucoup de travail en campagne. Nous, là, on est en urbain, et je pense que c'est plutôt Oury, d'ailleurs, qui a plus marqué nos pratiques. Et parce que, voilà, nous, on travaille des enfants issus de milieux urbains, pauvres ou populaires. Et en gros, je trouve que, voilà, il y a ce truc-là qui fait qu'on est obligé de structurer et de faire vivre la classe. Je sais pas, là, je me perds un peu en plus. Mais voilà, tout ça pour revenir sur le fait que ça va plus loin que juste de la théorie, qu'il faut faire dans les classes, et que ces invariants, je trouve, ils montrent bien le truc que jamais jamais on sait ce qu'on va faire, et ça va changer chaque année, en fait. Et chaque année, on va devoir se remettre en cause. Et c'est pour ça que les GD, les groupes départementaux, ils sont là pour ça, et que sans eux, en fait, on ne peut pas travailler isolés dans nos écoles. C'est impossible. Il faut toujours des groupes, des collègues, des gens pour nous aider à réfléchir et à s'émanciper nous-mêmes pour que les élèves puissent bénéficier de cette pédagogie, parce que ce n'est pas enfermé sur soi que ça marche, je pense. Parce qu'il y a les hiérarchies, il y a les collègues, il y a les parents, les banquiers maintenant là, qui veulent même nous empêcher de travailler comme on veut sur la lecture. Donc voilà, je me dis qu'il
il y avait les invariants, c'était un truc intéressant qui met vraiment le professeur dans ses questionnements et faire évoluer sa pratique tout le temps. Voilà, je pense que c'est important aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non. Merci Geoffrey pour cette intervention et en fait j'insiste sur ce que tu viens de dire en dernier et qui a été aussi développé par Hélène dans son intervention et là je vois que dans le chat il y a aussi des choses à ce sujet-là, c'est-à-dire que être pédagogue critique, être pédagogue freinet, c'est aussi faire ce pas vers notre émancipation à nous en tant qu'enseignants et enseignantes vis-à-vis de ce qu'on a appris, de ce que nous fait vivre l'institution et du coup l'importance aussi de tous ces groupements collectifs pour pouvoir mettre en œuvre cette émancipation. Et moi-même, enfin voilà, qui suis professeure des écoles maintenant depuis un peu moins de 10 ans, j'ai, c'est vrai, commencé tout de suite, par exemple, à m'intéresser à ces pédagogies, d'abord par militantisme et par conscience politique, mais c'est vrai que c'est aussi tout un cheminement et que la classe coopérative, la classe qui répond à chacun des invariants de Freinet, notamment sur le non-alignement, etc. C'est vraiment quelque chose qui est une construction aussi chez l'enseignant, le fait de savoir lâcher prise, et c'est quelque chose qui est très très difficile pour la plupart des enseignants, mais qui est tellement riche au bout du compte. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler. Si je ne me trompe pas et qu'on a un peu fait le tour des questions, on va bientôt passer donc aux ateliers. Et du coup, Olivier, tu avais quelque chose à nous partager pour nous proposer des pistes de réflexion.